Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir au nom du Club Essec-Lux à ce webinaire, vous accueillir virtuellement à ce webinaire consacré au thème du sourcing. Alors, le temps que tout le monde arrive, je vais en profiter pour vous dire en quelques mots, vous présenter en quelques mots le club Essec-Lux pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc nous faisons partie des 20 clubs professionnels, de Essec Alumni, et qui regroupent, tous nos diplômés qui exercent dans le secteur du luxe. La vocation de notre club est d'être un lieu de rencontre et d'échange, d'expression pour les alumni et qui sont acteurs dans le luxe. Donc aujourd'hui, nous sommes une équipe de 9 membres actifs, dont 3 ce soir co-animons notre table ronde. Et habituellement, nous organisons des conférences sur les enjeux actuels de notre secteur, des cocktails networking, des petits déjeuners autour de personnalités et des soirées découvertes de maisons. Depuis évidemment 18 mois, nous avons basculé la plupart de nos événements en format webinar. Nous vous remercions donc d'être infiniment d'être présents parmi nous pour ce troisième opus de nos webinars dédiés au luxe et à la RSE. Puisque finalement, nous avons déjà évoqué dans les 6 derniers mois l'éco-conception, l'upcycling. Et donc, ce soir, nous consacrons cette soirée à la thématique du sourcing, où le luxe dévoile ses coulisses vers une hyper-traçabilité. En effet, comme jamais aujourd'hui, les marques n'ont été autant exposées, regardées et jugées en permanence via les réseaux sociaux. Ce nouvel élément de transparence et les aspirations toujours plus pressantes des clients du luxe les obligent à être réellement authentiques et à dialoguer de manière différente avec le client. Alors, la plupart des acteurs, petits ou grands, ont déjà depuis plusieurs années intégré ces préoccupations. Chez Chanel, par exemple, ne considère-t-on pas que sans sourcing responsable des matières premières, il n'y a pas de futur possible pour le luxe? Je cite. Chez Kering, depuis 2013, a été créé notamment le Material Innovation Lab, un hub qui recense plus de 3000 textiles durables ou qui correspondent à ces critères durables. Tous les aspects de ces tissus y sont étudiés, depuis la production jusqu'à leur impact sur la biodiversité. Dans la beauté, nous pouvons citer l'exemple de Guerlain, qui s'est engagé dans un processus long et rigoureux de cartographie du cycle de vie de ses produits. Et fruit de ce travail est née la plateforme de transparence et de traçabilité BeRespect, conçue en partenariat avec la société Product DNA, qui a marqué les esprits il y a quelques mois. Alors, destinée à répondre à une demande croissante de transparence du grand public, elle constitue également une source essentielle d'amélioration continue de l'impact environnemental et social. Et puis tout récemment, cette semaine ou la semaine dernière, le groupe Pierre Fabre, également dans la beauté, a annoncé le lancement de son outil de mesure de l'impact de ses produits, dénommé le Green Impact Index, afin de communiquer auprès du grand public sur l'impact environnemental et sociétal de ces cosmétiques, après l'avoir utilisé en interne depuis plus de 2 ans. Parmi les critères sur lesquels repose cette méthodologie, qui figure l'éco-conception de la formule, de l'emballage, le transport des matières premières, l'impact de la fabrication, le Made in France, l'origine France garantie ou vegan, ou encore les programmes d'engagement sociétal de la marque concernée. Alors, même combat pour les nouvelles pousses qui intègrent dès la création de leur marque cette démarche de sourcing transparent, comme par exemple Amédée Paris, une jeune marque française de foulards de luxe éthique, qui a misé sur une technologie blockchain pour proposer à ses clients la parfaite traçabilité de ses produits. Et tant d'autres, j'aurais pu en citer beaucoup d'autres. Et de même, côté fournisseurs ou prestataires, beaucoup se sont lancés dans cette course à la transparence tout au long de leur chaîne de valeur, afin d'apporter des solutions innovantes aux marques, mais également afin de répondre aux exigences d'éligibilité des marques et du contexte actuel réglementaire. Sécuriser et pérenniser les approvisionnements en matières premières, garantir la qualité et la disponibilité des matières premières, pérenniser les savoir-faire indispensables et ou en voie de disparition, assainir les méthodes d'extraction et de production, protéger la biodiversité, réduire son impact environnemental, social et humain, tels sont quelques-uns des objectifs de cette démarche transparente. Alors, le chemin à parcourir est encore bien entendu un peu long pour que le luxe soit parfaitement exemplaire. Mais ce soir, nous vous proposons
de prendre le temps de faire le point avec 3 intervenants et marques qui sont très différentes et qui représentent différents métiers du luxe. Pour la joaillerie, nous sommes fiers d'accueillir une marque de niche, Héloïse et Abélard, et sa fondatrice, Héloïse Shapiro. Cette toute jeune maison de joaillerie éthique est fondée sur l'upcycling de diamants anciens et sur l'utilisation d'or recyclé 18 carats. Pour la parfumerie beauté, nous accueillons avec plaisir un des intervenants majeurs, la fameuse maison Firmenich, en la présence de Juliette Sicot-Crevet, VP Business Development Sustainability and Naturals, qui détaillera avec vous le concept de Conscious Perfumery. Enfin, nous aurons la chance d'avoir un des géants du luxe pour élargir le discours transcatégorie autour d'Hélène Valade, directrice du développement environnement de LVMH. Hélène abordera le sourcing, la traçabilité et la transparence des maisons du groupe, un des 5 piliers du programme Life 360, qui est le plan 2020-2030 en matière environnementale et sociétale. Tous nous font l'immense honneur de partager avec nous les démarches déjà entreprises jusque-là et nous expliquerons comment cet engagement à plus de transparence est une source d'amélioration continue. Alors d'avance, nous les remercions infiniment pour leur générosité, leur disponibilité et leur transparence. Quelques points pratiques maintenant. Notre table ronde est prévue sur un timing de 1h30 environ. On a prévu de clôturer tous nos débats autour de 20h. Après une séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions pendant tout le long de la conférence sur le chat. Nous sommes parmi les membres actifs là pour relever toutes vos questions et nous essaierons de les poser à nos intervenants si le temps nous permet. Nous vous remercions également de garder vos micros en mode silencieux afin qu'il n'y ait pas d'interférence et de ne pas perturber la présentation de nos intervenants. Et voilà, je laisse maintenant la parole à Caroline pour vous présenter en détail Héloïse et Abélard, notre premier intervenant. Merci à tous et bonne soirée. Alors, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'accueillir une super start-up dans le secteur de la joaillerie qui s'appelle Héloïse et Abélard. Et donc, nous avons avec nous la fondatrice, Héloïse. Alors, il faut savoir que Héloïse et Abélard souhaitent renouer avec l'idéal d'une joaillerie éternelle qui se recycle et se transforme au fil du temps, au gré des envies. Pour Héloïse, la fondatrice, rien ne se perd et tout se transmet. Une joaillerie responsable et désirable qui est associée à l'excellence du savoir-faire parisien et aux standards qualité des joailliers de la place Vendôme. Ce soir, on va parler d'une joaillerie humaine qui dure, sans ostentation, une joaillerie romantique et délicate qui s'adresse à toutes les femmes, toutes les générations, et les femmes soucieuses de leur style, mais aussi conscientes de leur impact. Alors, je vais te laisser la parole, Héloïse, pour nous parler de ta jolie maison de joaillerie. Alors, bonsoir à tous. Merci Caroline pour cette intro, parce que je ne sais pas ce que je vais raconter maintenant. Tu as tellement parfaitement présenté ma maison que je ne sais plus quoi dire, mais je vais quand même essayer de raconter des choses. Alors, du coup, j'ai un document à partager qui peut être un support intéressant, je pense. En tout cas, d'appui. Alors, attendez, je fais juste le partage de l'écran. Voilà. Voilà. Donc, comme l'a résumé Caroline, l'objectif, enfin la vision en tout cas qu'on a eue et qu'on a aujourd'hui avec notre jeune maison de joaillerie éthique qui existe depuis fin 2019, donc près de 2 ans, c'est en résumé de devenir la première maison française de joaillerie recyclée. Donc, c'est de se frayer une voie au sein du marché de la joaillerie éthique, dont on pourra discuter, mais en termes de traçabilité aujourd'hui sur la joaillerie, il existe une multitude de possibilités. Moi, j'ai décidé d'en créer une nouvelle avec la joaillerie recyclée, donc de l'or recyclé et des diamants recyclés, ce qui est surtout l'innovation. La maison Héloïse et Abélard, elle est fondée sur quelque chose, sur un précepte qui est extrêmement simple, c'est que les diamants est éternel et que l'or se recycle à l'infini. Pourquoi ne pas réutiliser plutôt qu'extraire?
De tout temps, les femmes ont appris la joaillerie en achetant, en démontant, en léguant leurs bijoux, à une époque où la rareté de la pierre était encore un fondement majeur, qu'on a eu tendance à un peu mettre de côté avec l'abondance des pierres qu'on a pu trouver avec la découverte des mines africaines, notamment au XXe siècle. Nous, notre objectif, ça a été de dire, voilà, on va un peu dynamiter le secteur de la joaillerie éthique et on va essayer de trouver une nouvelle alternative avec le recyclage. Donc, l'upcycling en anglais, mais malheureusement, on n'a pas de traduction en français. Donc, moi, j'ose parler de joaillerie recyclée parce qu'il y a un moment où, même si on est sur de la joaillerie, eh bien, le recyclé ne signifie pas forcément qu'on est sur du bas de gamme. Donc, je vais passer aussi des visuels pour que... C'est très difficile pour moi de faire une présentation sans bijoux parce que, en fait, sans le produit, c'est assez dur de comprendre notre ADN. Donc, j'ai essayé un peu de vous partager des visuels de la marque. Je vais me concentrer sur le sourcing vraiment de manière assez précise parce que c'est l'objet vraiment de cette intervention. Nos diamants recyclés, ils sont démontés de bijoux de seconde main. Très concrètement, la maison a été fondée sur ce principe de sourcing. Donc aujourd'hui, nous sommes nos propres diamantaires. C'est-à-dire qu'à la différence de l'ensemble des grandes maisons ou des petites maisons, on ne passe pas par des prestataires extérieurs. On achète nous-mêmes nos pierres sur le marché de la seconde main. Donc, soit on achète des pierres qui sont déjà démontées, soit on achète des bijoux qui sont en général des bijoux issus de grandes maisons qui se retrouvent sur le marché de la seconde main parce que souvent démodés et aussi dans un contexte de crise économique, on retrouve quand même beaucoup de bijoux sur aujourd'hui le marché de la seconde main qui est en pleine explosion en plus. Donc ces pierres, en fait, on va les chercher nous-mêmes. On s'est dit, OK, nous, toutes les possibilités de sourcing éthique qui existent, c'est pas assez éthique à nos yeux, pour tout un tas de raisons que je pourrais détailler. Donc en fait, on va aller chercher nos pierres nous-mêmes, on va s'affranchir des labels, etc., pour aller sécuriser notre sourcing en étant vraiment responsable de A à Z sur la chaîne de valeur. Une grande problématique était la qualité. La qualité, elle est en fait standard. On s'est vraiment positionné sur l'exigence de la place Vendôme. Donc, on a des critères qualité qui sont les mêmes, qui sont très exigeants. Donc, on ne voulait pas recycler pour offrir une qualité qui était inférieure. On recycle de l'excellence, en fait. Donc, on est sur un positionnement qui est assez atypique, qui est complètement nouveau et qui fonctionne très bien. Donc, on est très content. Je vous passe des visuels en même temps. On a aussi une ADN une direction artistique qui est assez décalée. Donc, ça, j'en parlerai peut-être si j'ai un peu de temps. Un ancrage aussi dans le principe de sourcing éthique était que, en fait, assez vite, une fois qu'on avait passé le sujet de comment aller chercher nos pierres, notre problématique était comment avoir un business model qui, de A à Z, est éthique. Et là, on s'est heurté à la problématique des stocks. À quoi ça sert de recycler de la seconde main pour restocker chez nous? Là, on avait un gros problème de perception de notre modèle. Donc, on a rebouclé un peu dans tous les sens pour essayer de trouver la meilleure option. Et le zéro stock a été l'option privilégiée avec une fabrication, en revanche, qui est extrêmement rapide. Donc, on a une fabrication qui est unitaire, ce qui est très rare pour la joaillerie puisqu'on est sur des niveaux de prix où normalement l'unitaire se fait que sur de la haute joaillerie, donc sur une fabrication qui est extrêmement dimensionnée, qui est extrêmement petite en termes de profondeur. Nous, on a voulu appliquer du volume, mais sur de l'unité en fabrication. Donc, on a un peu réuni deux principes qui étaient à la base complètement opposés. Le défi a été de trouver des fournisseurs qui étaient capables de répondre à cette demande. Ça n'a pas été quelque chose de très facile, mais je pourrais y revenir plus tard. En tout cas, aujourd'hui, on fabrique nos bijoux à l'unité et à la commande en 3 semaines.
On a une fabrication qui est 100% locale, c'est-à-dire que non seulement on source nos diamants et notre or en France, à Paris majoritairement, mais en France, de manière plus globale, mais on fabrique également à Paris, dans le Marais. Donc, on travaille avec un atelier qui travaille avec les plus grands, qui a eu l'intelligence de nous ouvrir la porte avant le Covid et qui a été très content de faire cette dernière année avec nous et donc d'assurer une fabrication unitaire chez lui, mais qui est récurrente, qui lui permet de ne pas subir les à-coups des grands volumes. Et donc aujourd'hui, on se positionne avec une joaillerie recyclée sur une qualité d'excellence qui est identique au standard de la place Vendôme. Donc encore une fois, on a essayé de réunir, on a un peu remué tout ce qu'on a pu et on a intégré des concepts qui étaient à la base relativement opposés. Et ce qui nous permet, donc, pour résumer aujourd'hui, de recycler sans restocker, de fabriquer rapidement pour ne pas décourager nos clients et de fabriquer localement avec des standards qualité très élevés. Donc, en résumé, on est sur en fait un standard qualité qui nous permet aujourd'hui d'avoir un niveau d'excellence, d'assurer de la circularité, beaucoup de créativité aussi dans nos créations et dans notre direction artistique. Mais ça, c'est vrai que c'est un sujet qui sort un peu du propos de la conférence d'aujourd'hui. Donc, on pourra en parler encore une fois si on a un peu de temps. Et de l'accessibilité. Un point majeur aussi derrière notre modèle de transparence et d'authenticité, il est passé par une problématique autour des marges et une volonté de casser, encore une fois, les codes qui sont associés au prix et aux marges de l'excellence parisienne et des standards que l'on connaît, que je connaissais de par mon background. Donc le modèle, on va y arriver, mais notre maison s'adresse uniquement à nos clients en direct. On n'a pas de revendeur pour la simple et bonne raison qu'on ne voulait pas que nos clients aient une double marge, la nôtre et celle de nos revendeurs. Donc on est sorti du canal wholesale. On a une notoriété du coup qui se construit plus doucement, mais qui est plus sereine et qui se fait plus sûrement dans le temps. Et donc on a volontairement casser les marges du marché pour avoir une croissance qui est peut-être plus lente, mais qui est plus saine et qui nous permet d'atteindre un marché aujourd'hui qui est le marché local parisien et français, qui a justement une très forte appétence pour une joaillerie et une mode de manière générale plus éthique, qui recherche en fait vraiment des marques nouvelles sur ce secteur. Donc nous, on a vraiment une clientèle qui est extrêmement engagée sur ces domaines-là et qui nous cherche, qui nous trouve ainsi et qui vient chez nous parce que le produit aussi leur plaît. Voilà. Je pense que l'éthique aujourd'hui, il ne faut pas le dissocier du produit, il ne faut pas le dissocier en tout cas de la proposition de valeur. C'est extrêmement important. C'est un constat qui s'applique à, ça s'applique à la mode, à tous les modèles économiques qui peuvent exister aujourd'hui autour de l'éthique. On a pu avoir tendance à mettre de côté un peu le produit, le beau, la désirabilité pour favoriser l'éthique. Mais aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est vraiment de réconcilier les deux. Je vous passe également encore quelques visuels. Dans cette logique de transparence dont on parle aujourd'hui, tous les visuels que vous voyez ne sont pas retouchés. Donc ça, c'est une volonté aussi qui, encore une fois, dans tous les aspects de la marque, tout est très authentique. Et donc, ça passe aussi par des visuels qui ne sont pas retouchés, qui sont beaux, qui sont très naturels. La lumière est toujours naturelle, on ne fonctionne pas avec des flashs, on ne fonctionne pas en studio. On est toujours sur des choses qui sont assez transparents. En termes de création, ce que j'évoquais, c'est un concept qui est important à mes yeux et je pense que aussi qui doit être évoqué ce soir, la transparence, la problématique de traçabilité
ne peut pas aussi faire fi de la désirabilité. Et nous, voilà, ça a été un principe, en tout cas à mes yeux, qui était extrêmement important. Après, la créativité, ça, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement subjectif. Et nos bijoux, bon, bah, je ne sais pas s'ils plairont à toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Voilà, après, c'est quelque chose qui est un peu plus de l'ordre de la spontanéité. En tout cas, on a dans cette idée un peu de casser les codes. Aujourd'hui, on propose une joaillerie qui sort un peu des carcans classiques, des lignes très rigides de la joaillerie classique et parisienne, et on offre des choses qui sont très désordonnées. Donc, encore une fois, on a pioché dans la qualité et la virtuosité technique de nos artisans pour aller faire des produits qui sont quand même plus créatifs, qui s'inscrivent dans une dimension intemporelle, mais qui offrent une forme de créativité et de modernité aujourd'hui. Voilà. On est aussi dans un propos où on est authentique dans la vision qu'on a du bijou, c'est-à-dire que c'est des bijoux qui sont pour toutes les générations, mais aussi pour les femmes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que on les porte à vélo, on les porte dans le métro, on les porte quand on change les couches de son enfant, on les porte, voilà. C'est quelque chose de très démocratisé, de très... on sort un peu du côté ostentatoire, du côté social. Voilà, c'est des bijoux qui sont des bijoux talismans qu'on porte tous les jours. Et on est très au fait du quotidien des gens. Et on est très transparent, du coup, dans nos produits aussi sur ce sujet-là. Donc, la notion du désordre, elle est au cœur aussi de notre, en tout cas, de notre ADN aujourd'hui. Moi, j'aime bien l'idée du désordre. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je pense qu'on peut faire des choses très saines et très, comment dire, très sérieuses. Mais on a des vies qui sont plus désordonnées qu'on veut souvent le faire croire. Et je pense que, en tout cas, dans nos produits, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense qu'un désordre bien structuré est souvent très beau. Et c'est un concept que j'aime bien explorer dans la joaillerie aujourd'hui. Voilà, donc on est toujours dans cette idée un peu de casser les carcans, de sortir un peu des sentiers battus. On a aussi une pointe d'irrévérence et un petit peu d'humour. Enfin, en tout cas, on essaie. Mais on fait des choses très sérieuses, mais on essaye de rester léger parce que sincèrement, on fait quand même des bijoux. Donc, je pense que les problématiques de traçabilité, de sourcing sont plus... Alors, après, au bout de la chaîne de valeur, il y a quand même des problématiques très sérieuses. Donc, on est très fiers de faire une joaillerie qui n'impacte pas, en tout cas à l'heure actuelle, des problématiques d'extraction et qui n'enclenchent pas des problématiques environnementales très lourdes dans des zones voilà, qui sont en forte difficulté liées à cette problématique d'extraction sur laquelle je pourrais revenir. Mais voilà, on essaye de faire ça aussi avec légèreté. Donc, j'ai parlé du désordre. Donc, je pourrais y revenir dessus si ça vous intéresse plus tard. Quelques visuels encore. L'histoire, très, très brièvement, l'histoire de la marque. Enfin, l'histoire du nom. Alors, pas l'histoire de la marque, mais l'histoire du nom. Héloïse Abélard, c'est pas quelque chose qui... Alors, j'ai pas d'associé Abélard. Il n'y a personne dans ma société qui s'appelle Abélard. Héloïse Abélard, c'est une histoire d'amour, qui est une passion amoureuse du Moyen-Âge, qui est une histoire vraie. Ce sont deux amants qui ont vécu une histoire interdite à l'époque, puisque Pierre Abélard avait 39 ans et il était assez haut placé à Notre-Dame de Paris. Et Héloïse d'Argenteuil était une jeune femme, on dirait assez dévergondée aujourd'hui. Et donc, ils ont vécu une passion amoureuse dans un hôtel particulier sur l'île de la Cité, donc qui est Quai aux Fleurs. De leur histoire d'amour, bon, ils ont eu plein de problèmes. On va passer toutes ces informations-là. Mais en résumé, de leur histoire d'amour, qui était très ancrée dans Paris, est née, comme elle leur a été interdite, est née en fait une relation épistolaire qui est aujourd'hui un monument de la littérature française pour tout un tas de raisons.
Et en fait, ce couple dont l'histoire est assez majeure, en fait, aussi dans le féminisme, dans l'histoire du féminisme en France, puisque Héloïse d'Argenteuil était quelqu'un d'extrêmement féministe qui ne voulait pas se marier, qui ne voulait pas, voilà, tout un tas de choses. En fait, cette histoire a été reprise et mise vraiment en valeur par la ville de Paris au XIXe siècle, qui a décidé de transférer le couple, enfin la dépouille du couple, au cimetière du Père-Lachaise. Donc aujourd'hui, c'est un couple qui est extrêmement représenté dans Paris. On ne s'en rend pas compte, mais en fait, ils ont une sépulture au Père-Lachaise, leur hôtel particulier qui est aux Fleurs. Il y a un square Héloïse et Abélard. Il y a tout un tas de choses dans Paris qui leur rend honneur. Et c'est une histoire qu'on connaît peu. Et moi, en fait, ça fait un peu partie de mon histoire, cette histoire, parce que je m'appelle Héloïse en relation à cette passion, puisque ma mère a décidé de me parler de cette histoire depuis mon enfance. Et donc, c'est une histoire qui est très ancrée aujourd'hui dans Paris, qui est romantique, qui n'est pas cucu, et qui met en avant une position de femme assez engagée et affirmée. Donc, je trouvais que c'était un juste équilibre et un clin d'œil qui était assez intéressant par rapport à notre joaillerie, qui est aussi à la fois dans le passé et dans le présent. Voilà. Donc, en fait, on vit un peu sur du passé avec les bijoux qu'on recycle, du présent parce qu'on est sur vraiment une joaillerie qui est très engagée, qui est très transparente et qui parle aux femmes d'aujourd'hui. Sur l'avenir aussi parce qu'on pense que notre joaillerie recyclée, en fait, en termes de sourcing, on a extrait aujourd'hui plus de 80% des ressources mondiales existantes en termes d'or et de diamants. Donc, en fait, des diamants, il y en a partout autour de nous. Il y en a beaucoup plus autour de nous que dans les entrailles de la Terre. Donc, en termes de potentiel, il y a juste des très grosses problématiques de mise en place, en fait, parce qu'aujourd'hui, le sourcing qu'on a mis en avant, ce que je n'ai pas évoqué, c'est toutes les difficultés qu'il y a derrière. C'est-à-dire que nos diamants, on les trie un par un, on les négocie un par un. On les expertise, on fait un travail de titan. Ce qui nous prend 80% de notre temps aujourd'hui pourrait nous prendre 10% si on n'était pas basé sur ce fondement du recyclé. Donc, effectivement, la maison, tout a été organisé autour de ce sourcing. Donc, pourquoi ça ne peut pas être développé du jour au lendemain dans tout un tas d'autres marques? Parce que vraiment, c'est extrêmement chronophage et qu'il faut identifier des flux de fonctionnement qui demandent énormément de moyens. Je suis persuadée et j'espère que tout un tas d'autres marques vont se lancer sur cette idée du recyclé. Mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est une problématique qui est extrêmement complexe. Voilà, donc on est fondé sur une idée de liberté et de transparence dans notre ADN. Alors là, c'est un petit topo sur mon parcours. Je vais faire ça très brièvement parce qu'il me reste très peu de temps. Donc moi, j'ai un cursus assez classique. J'ai fait une école de commerce. Alors, je suis désolée, je n'ai pas fait l'ESSEC, donc j'étais à HEC. Je suis là parce que voilà, le sujet m'a intéressée et voilà, mais je n'ai pas l'habitude de beaucoup faire d'intervention. Mais en tout cas, je suis ravie du coup de parler aux alumni de l'ESSEC. Moi, après HEC, j'ai fait l'IFM, donc je suis passée vraiment sur... je crois que je suis la seule étudiante d'HEC à avoir fait ça d'ailleurs, depuis toujours, parce qu'en général, les gens travaillent et après font l'IFM. Moi, je ne me sentais pas du tout armée pour travailler dans le secteur de la mode et du luxe sans le faire. Donc, je l'ai fait directement. Et après, j'ai eu un cursus très classique de marketing produit, en tout cas en développement produit au sein de différentes grandes maisons de la place Vendôme, plutôt des maisons de mode, mais j'ai toujours travaillé en joaillerie. Donc, j'ai d'abord travaillé 4 ans chez Louis Vuitton dans le département horloger joaillerie. Ensuite, j'ai intégré la maison Chanel à la joaillerie. Et ensuite, j'ai été responsable de collection de la maison Chaumet, que j'ai quittée du coup en 2019 pour monter Héloïse et Abélard. Voilà. Je regarde.
Alors, je n'ai pas parlé de mon positionnement prix. Alors j'ai parlé de marge, mais je n'ai pas parlé de prix. En effet, très bon sujet. Nos bijoux, en gros, ils sont entre 2 et 5 000 euros. Donc, en fait, on touche une clientèle qui cherche un bijou en or 18 carats et diamant pour une occasion, mariage, naissance, anniversaire. Voilà, on n'est pas sur du bijou fantaisie, donc c'est sûr que moi, je ne me positionne pas du tout sur un niveau de prix voilà, accessible. On fait... Pardon, j'ai quelque chose qui est tombé. Ça me semble évident, mais on fait de la joaillerie, donc on est sur un niveau de prix qui est plutôt entre 2 et 5 000 euros. Voilà. Alors, la distribution. Point intéressant sur la distribution, nous, on est effectivement, comme je le disais, on vend nos bijoux en direct avec le client dans un souci de transparence, aussi d'authenticité, de connaître nos clients, de leur expliquer nos histoires, de ne pas avoir plein d'intermédiaires qui vont aussi prendre une marge et aussi peut-être diluer notre histoire. Pour nous, c'est hyper important de comprendre qui sont nos clients, de pouvoir leur raconter comment on fonctionne et pourquoi on a fait ce choix du recyclé. Je fais une petite aparté sur le choix du sourcing parce que j'ai évoqué très rapidement les labels. Aujourd'hui, si je résume sur la joaillerie éthique très brièvement, ce qui existe, l'or recyclé 18 carats, c'est extrêmement courant. Toutes les grandes maisons l'utilisent, donc ce n'est pas du tout là qu'on fait notre différence. Sur les diamants, il existe une solution qui sont les diamants de synthèse. Donc, ils sont des diamants qui sont reproduits en laboratoire, qui sont des diamants qui ne sont pas naturels, qui ne sortent pas de la terre, qui sont reproduits par processus chimique de cristallisation du carbone. Donc, l'homme a réussi à créer des machines qui arrivent à recréer des diamants. Les experts, donc moi, les experts diamantaires et moi qui suis aussi un gémologue, je ne sais pas différencier un diamant de laboratoire et un diamant naturel. Donc, on a des marques comme Gem, comme Courbet, comme Chopard, comme beaucoup de marques qui utilisent le diamant de synthèse. Moi, je n'ai pas fait ce choix parce que, en fait, à mes yeux, on perd un peu la magie de l'histoire du diamant et surtout, on ne trouve pas de solution sur la problématique actuelle qui est que, on a quand même extrait la moitié de la planète en diamant, qu'on a tous ces diamants qui dorment à côté de nous et qu'en fait, ils sont déjà extraits. Donc, ça serait bien d'en faire quelque chose plutôt que de trouver encore une autre solution pour pallier à ces problématiques éthiques. Enfin, moi, je me sens plus à l'aise aussi dans la tradition de la joaillerie, qui est pour moi qu'un diamant est éternel, qu'il se lègue, qu'il se transforme. Donc, le diamant de synthèse ne répondait pas à la vision de la joaillerie que j'ai, qui est peut-être un peu traditionnelle. Et enfin, il y a d'autres labels. On a beaucoup de normes qui existent sur la joaillerie. On a le label RJC, qui est un des plus gros labels qui existent, qui est très efficace, qui audite en fait de manière extérieure tous les ateliers pour savoir dans quelles conditions ils font travailler les personnes, est-ce qu'ils recyclent les matériaux, les chutes, les rebuts d'atelier. Voilà, il y a toute une démarche en fait pour auditer la fabrication qui est extrêmement saine. Donc nous, notre fabricant est bien sûr RJC. En revanche, sur la matière première, il y a également le label, ce qu'on appelle le processus de Kimberley, qui est une forme de label qui certifie que les diamants n'ont pas été extraits dans des conditions qui ne respectent pas l'environnement et certaines conditions d'extraction pour l'homme. Toutefois, a été remise en cause à de très nombreuses reprises ce processus de Kimberley et donc ce label, puisque le processus de Kimberley, les pays qui extraient les diamants s'engagent eux-mêmes sur l'authenticité de leur traçabilité. Donc, je m'engage, moi, pays extracteur, à ne pas polluer et ne pas, à respecter la charte du processus de Kimberley.
Et donc, on a un peu un problème de légitimité. En tout cas, moi, j'ai un petit souci par rapport au fait qu'il n'y ait pas d'organisme extérieur voilà, qui certifie ces éléments-là et qui vont sur place pour contrôler tout ça. Voilà, donc les ONG ont quitté ce processus il y a un certain nombre d'années pour ces raisons-là. Voilà, donc pour moi, c'est une première étape, mais j'avais envie de quelque chose qui soit beaucoup plus, que je puisse contrôler beaucoup mieux les choses. Voilà. Donc, voilà. Mais merci beaucoup, Héloïse. Tu vois, tu avais plein de choses à raconter. J'ai complètement dépassé. Et plusieurs questions, mais on y reviendra à la fin à propos de ta maison. Donc, merci beaucoup. Et je crois que Karine va prendre la parole. Merci, Héloïse. Oui, en tout cas, merci beaucoup Héloïse et Caroline pour la découverte de cette magnifique pépite, sans mauvais jeu de mots. En tout cas, c'est vrai qu'Héloïse a beaucoup parlé d'extraction, de faire du beau de façon éthique, et ça nous amène assez naturellement vers notre sujet suivant. On va s'intéresser, si vous le voulez bien, à l'amont en fait de l'industrie des parfums et cosmétiques au travers d'un fournisseur de matières premières, Firmenich, et du cahier des charges en fait qu'il a fixé. La maison de parfum a répondu à ces impératifs de RSE en créant le concept de conscious perfumerie. Et vous allez voir que ça fait rimer effectivement sensorialité, sens, conscience, avec un programme qui est très vaste et qui intègre durabilité, traçabilité, transparence et innovation, y compris en naturel, ce qui est assez intéressant et peut-être un peu moins attendu. En tout cas, pour nous présenter cette plateforme, je suis ravie d'accueillir Juliette Sicot-Crevet, qui est aujourd'hui Vice President of Business Development Natural and Sustainability. C'est une femme de l'innovation depuis toujours, formée dans les grandes écoles du marketing que sont des Procter ou Cadbury Schweppes, par exemple. Elle a dirigé pendant plusieurs années le Global Research Center of Brand Innovation d'Ipsos. Et du coup, je pense que lui vient de là une vision très affûtée des attentes des consommateurs et de leur évolution. Elle a rejoint Firmenich en 2012 comme VP Global Marketing Prospective and Consumer Intelligence. Et en 2017, en fait, suite à un constat des demandes croissantes des clients en matière de naturalité, de durabilité et de transparence, elle a créé le poste de VP Naturals and Sustainability qu'elle occupe toujours et qui lui permet d'être à l'origine de nombreux programmes. Alors Juliette, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette conférence. Je vais vous laisser nous exposer vos programmes en question qui sont vraiment des game changers de notre belle industrie commune. Donc, je suis ravie de vous laisser la place. Juliette, c'est à vous. Merci beaucoup, Karine, pour cette merveilleuse introduction. Je vais du coup partager mon écran. J'espère que tout le monde le voit. C'est bon pour tout le monde? Oui, parfait. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Vraiment ravie de partager cette début de soirée avec vous, d'avoir pu écouter Héloïse qui m'a intéressée, m'a fait rêver, m'a intriguée. Je vais vous parler aussi de l'ère de la parfumerie consciencieuse. Je voudrais en fait partager en quoi c'est une réelle réinvention de la parfumerie avec en son sein des enjeux forts sur la créativité, la création, la traçabilité, la transparence, l'innovation. Et comment, chez Firmenich, nous la faisons progresser le plus vite et le plus fortement possible pour le bien de tout le monde. Juste tout d'abord quelques chiffres sur Firmenich, informations clés pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Nous sommes la première société privée et familiale de nationalité suisse du marché global de la parfumerie, des ingrédients et des arômes. Et c'est là que vient la première peut-être similitude avec l'histoire d'Héloïse et d'Abélard, parce que l'histoire de Firmenich a aussi commencé par une histoire d'amour entre Thérèse Firmenich et Philippe Schuit. Cette histoire d'amour s'est mieux passée, je crois, que celle d'Héloïse et d'Abélard, puisque nous sommes toujours là. Nous existons depuis 1895 et dans nos valeurs, les premières sont des fortes valeurs d'entrepreneuriat, puisque la croissance que nous avons affichée depuis 125 ans et que vous voyez ici a été faite principalement en interne. Nous avons aussi des valeurs de transmission qui sont très importantes, avec 5 générations de Firmenich qui se sont succédées pour bâtir cet empire. Et c'est pour ça aussi que la sustainability est vraiment très importante pour nous. Ce que nous faisons, c'est investir fortement en R&D depuis toujours, qui nous permet d'être leader en ingrédients.
C'est aussi, en fait, nous sommes un acteur très important dans les arômes et je crois que la semaine dernière, nous avons aussi partagé avec ESSEC Food Business ce que nous faisions. Et puis, ce qui me tient à cœur, c'est la division parfum dans laquelle je suis. Nous opérons sur toutes les catégories de produits et nous sommes numéro 1 en parfumerie fine et c'est toujours très important pour nous. Je voulais du coup revenir sur ce petit schéma. Il y a beaucoup de choses dessus, mais en fait, pour nous, c'est certes 30 ans d'efforts qui aujourd'hui peuvent être incarnés par les plus hauts standards du marché ou les plus grands awards du marché, à la fois en fait sur toute la partie qui est la nature et la biodiversité, comme vous le voyez ici. Nous étions à la COP 21 avec notre CEO. Protéger la nature, restaurer la biodiversité est quelque chose qui est absolument important pour nous et nous sommes, de par ce qu'on entend, très très bien placés pour faire le maximum. Non seulement nous avons signé les Science-Based Targets, mais nous sommes fondateurs et engagés dans les Science-Based Targets for Nature. Donc, c'est important. Nous sommes la seule société aussi, avec une autre dans le monde, une autre très globale, à avoir un CDP AAA depuis 3 années consécutives. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses dont je pourrais parler. Nous sommes EcoVadis top 1%. Nous avons un score qui nous permet dans le 1% des 65 000 sociétés qui sont évaluées. Nous venons aussi de nous embarquer dans notre certification B Corp, ce qui est vraiment un gage de vouloir aller le plus haut possible en termes de certification. Et puis, tous sur les aspects sociaux, nous avons vraiment la volonté d'offrir le maximum d'égalité grâce à la certification EDGE entre les salaires des hommes et des femmes et de toutes les différentes personnes dans la société. Très engagé aussi au niveau des jeunes et au niveau de toutes les personnes qui ont des compétences différentes. Tout ça, ce n'est pas simplement pour avoir vraiment des belles médailles, mais c'est pour nous motiver à aller plus loin. Et aller plus loin, c'est vraiment faire en sorte que le développement durable, et c'est comme ça que nous le voyons, nous permette de pousser les limites de la créativité, de se réinventer, tout ça pour rester justement dans les limites de la planète. C'est le cas, je crois, en parfumerie et dans le luxe dans son ensemble, comme nous le voyons dans les défilés récents que vous pouvez voir ici. C'est tout cela, la parfumerie consciencieuse. C'est celle qui ose réinventer les règles, qui doit les réinventer, mais qui ose les réinventer pour concilier toujours cette créativité, cette désirabilité dont parlait aussi Héloïse, je suis bien d'accord, avec le développement durable, une notion de circularité pour protéger la nature. Concilier aussi l'émotionnel et le rationnel, et qui va savoir toujours faire rêver, et je ne sais pas pourquoi ça sonne alors que ça devrait être en silence, pour faire plaisir tout en étant responsable. Je voulais juste en fait aussi vous partager un concept qui nous tient à cœur, le fait que le développement durable est une transformation majeure qui ne réussira 3 quarts d'heure, 1 heure que si elle s'opère à 3 niveaux complémentaires au sein de chaque entreprise, et c'est ce que nous faisons, et aussi entre entreprises, en joignant nos forces et en maximisant notre collaboration. Comme vous le voyez, c'est vraiment travailler au niveau corporate. On l'a cité au tout début, toutes les sociétés en fait ont des missions, s'engagent sur des ambitions avec des targets qui sont spécifiques. Je vous l'ai montré aussi, et nous avons aussi des ambitions à 2030 qui sont vraiment très importantes. Il s'agit après en fait de faire en sorte que cela puisse se traduire dans l'éco-conception, c'est-à-dire dans tous les produits et dans les ingrédients qui rentrent dans les produits, qu'ils soient sourcés de façon responsable et qu'ils soient innovants. Et puis après, en fait, le degré ultime, c'est de faire en sorte que chacun des consommateurs qui va lui, en fait, aussi désirer tel produit ou telle marque, va pouvoir avoir des parfums, en ce qui nous concerne, qui soient faits vraiment de façon sur mesure, qui puissent avoir, en fait, les claims, l'information, la rassurance, cette fameuse traçabilité et transparence dont il a besoin. Et nous le faisons au travers de notre processus que nous avons appelé Create for Good,
que nos équipes de création, nos parfumeurs, nos développeurs suivent et qui a en son sein un outil qui mesure la durabilité 360 d'un parfum qui s'appelle EcoScent Compass. Alors aujourd'hui, en tant que leader de notre industrie, nous nous fixons des objectifs pour 2030. Nous venons en fait de les déclarer en février, qui sont ambitieux. Nous avons, pour certains, presque peur quand nous les avons mis, parce que nous voulions être sûrs de nous dire que si nous savons déjà comment y aller, c'est qu'ils ne sont pas assez ambitieux. Nous voulons en fait, grâce à cela, entraîner toute l'industrie vers plus de durabilité. Nous nous engageons à ce que toutes nos entreprises soient carbone positives d'ici à 2030. Et ensuite, pour la parfumerie, nous voulons vraiment être les premiers à l'avant-garde grâce à 5 piliers. Le premier est la renouvelabilité. Nous voulons que les parfums ne soient plus issus de la pétrochimie, mais qu'ils deviennent renouvelables pour rester dans les limites de la planète. Nous nous engageons aussi sur des parfums qui soient biodégradables, même si légalement, il n'y a pas d'obligation pour l'instant. Nous voulons aussi faire en sorte qu'au-delà du carbone positif dans nos usines, nous agissions sur le scope 3 et nous fassions en sorte de réduire l'impact carbone de toutes nos créations. Cela sera possible grâce à la science inspirée de la nature et la science inspirée de la nature et la science qui protège la nature. Tous nos ingrédients aussi seront sourcés de façon responsable, en évaluant et en accompagnant tous nos fournisseurs. Et nous nous engageons en termes de transparence pour fournir les informations nécessaires aux consommateurs pour qu'ils puissent faire un choix éclairé sur tous les aspects, que ce soit la santé, l'environnement ou les aspects sociétaux. Encore une fois, sans compromis pour la désirabilité et l'émotionnel. Pour revenir sur le sujet de la traçabilité, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de traçabilité sans politique de sourcing responsable hyper exigeante. Ce sont des concepts qui sont assez faciles à comprendre. Par contre, ils sont extrêmement compliqués à mettre en place dans la pratique et je suis sûre que Hélène va aussi en toucher un mot. Pour tous nos ingrédients, nous évaluons les fournisseurs avec des standards externes qui sont très exigeants comme EcoVadis. C'est bien sûr le cas pour tous nos naturels, dont les filières sont extrêmement complexes, impliquent de nombreux intervenants, jusqu'à la source et jusqu'aux fermiers qui en vivent. Notre plateforme s'appelle Naturals Together, pour signifier l'importance de cette interdépendance dans la chaîne des naturels. Nous évaluons, nous engageons tous nos partenaires pour s'améliorer sans cesse et offrir les meilleurs ingrédients de façon responsable. Notre premier cahier des charges est de fournir des ingrédients qui protègent et respectent la nature et les personnes qui sont amenées à y travailler grâce à cette certification qui est externe. Nous souhaitons aussi aller au-delà. C'est notre programme Advance dans lequel, en fait, nous souhaitons avoir des projets particuliers pour pouvoir avancer dans un domaine sociétal ou environnemental qui soit spécifique à la filière en question. J'aurais voulu aussi, je vais vous montrer quelques exemples, mais je voulais aussi vous parler de la partie innovation. On parle beaucoup des matières premières et on ne se lasse jamais soit d'aller à la source, soit de voir ces pétales de rose ou ce mimosa ou ce patchouli ou cette cardamome qui pousse au pied des arbres. Mais il est vrai que l'innovation a aussi un grand rôle à jouer pour faire en sorte de fournir sur les naturels des matières premières absolument sublimes pour nos créateurs. Et nous venons en fait de lancer une nouvelle technique d'extraction. Elle s'appelle Feargood. Elle est, selon nous, et on l'espère, révolutionnaire. Elle le sera, on espère, autant que le CO2 critique, qui est né en 1995 et qui est devenu vraiment une des méthodes d'extraction les plus raffinées, les plus aussi clean, pour vraiment faire en sorte de sortir et de sublimer le meilleur de la matière. Feargood
ne fait pas appel au solvant, fait appel en fait à l'eau et à la condensation, est tout à fait efficace en termes de consommation d'énergie et d'eau, et a la grande particularité en plus, olfactivement, de pouvoir permettre de faire extraire d'ingrédients qui sont impossibles par d'autres extractions, comme par exemple les fruits. Les notes gourmandes sont particulièrement appréciées par les gens, par nous-mêmes, et or, en fait, dans la plupart des cas, elles sont obtenues de façon synthétique. Aujourd'hui, grâce à Feelgood, par exemple, vous pouvez avoir une poire qui va être tout à fait gourmande, tout à fait juteuse, et qui en plus est complètement clean d'un point de vue de son process. Voilà en fait l'importance, et nous agissons vraiment à la source et aussi en innovation pour fournir le meilleur et pour aussi faire en sorte de garantir le futur des naturels. Je voulais vous donner 2 exemples d'hypertraçabilité, puisque c'était aussi vraiment le sujet dont Karine m'avait parlé. Le premier est un projet qui a vu le jour grâce au partenariat avec la maison Bulgari. Ce projet s'appelle Flower Gems of India, et il a permis de mettre en place une toute nouvelle approche de permaculture en restaurant les sols, en permettant une gestion optimisée de l'eau. Et ce programme a eu lieu sur 3 ans à peu près, afin de pouvoir justement essayer, de pouvoir tester et de pouvoir valider ces nouvelles techniques, ces best practices, pour pouvoir améliorer l'environnement, l'agriculture et la vie des fermiers de la région du Tamil Nadu. Donc, un grand merci aussi à la Maison Bulgari, je sais qu'Hélène est là aujourd'hui, et au fait que c'est vraiment une affaire collective d'avoir la même mission, de faire progresser les choses. Et c'est vrai que quand on était rentré dans ce partenariat, on ne savait pas exactement ce que ça allait donner, et que ça fait partie aussi de la réalité de tester et de pouvoir en fait gérer le risque. À la droite de l'écran, vous avez aussi un certain nombre de dashboards, si vous me permettez l'expression. Cela vient en fait de notre nouveau programme Pass to Farm, qui permet une traçabilité ultime, celle qui permet de mesurer toute la chaîne de naturel, et ce jusqu'à la source, jusqu'à chacun des fermiers qui est impliqué dans le programme. Nous les équipons digitalement, comme s'ils avaient en fait un iPad qui permet en fait d'obtenir tous ces dashboards qui sont tous autant de critères qui mesurent de façon très précise toutes leurs conditions, toutes leurs données sur l'agriculture, sur leurs conditions de vie et aussi sur leur santé. C'est une traçabilité maximale avec un numéro de lot spécifique pour chacun des ingrédients issus de ce programme, avec une origine et une qualité qui est garantie à chaque fois. On a parlé des ingrédients, qu'ils soient naturels, renouvelables ou biodégradables, et c'est fondamental, c'est le début. L'un des enjeux majeurs aussi de cette transformation est autour de la création. Cette création qui va rendre le parfum complètement désirable et l'éco-design qui va autour. On voit de plus en plus de marques qui non seulement informent sur les listes d'ingrédients dans leurs produits, mais qui commencent à indiquer aussi l'impact environnemental en termes de carbone, en termes de consommation d'eau, pour aider les consommateurs dans leurs décisions d'achat. C'est le cas de Ultra Doux de Garnier, que vous voyez ici à gauche, et puis EcoScore et le petit nouveau de Yuka, qui aussi, en fait, donne un score environnemental. De la même façon, notre outil EcoScent Compass, qui aujourd'hui est intégralement digitalisé dans les stations de création de nos parfumeurs, mesure 3 principaux scores qui sont, dans un premier temps, les propriétés green intrinsèques d'un parfum, comme sa renouvelabilité, sa naturalité, sa biodégradabilité, tout ça au travers de normes qui sont standards et qui sont globales. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Grâce à une analyse de cycle de vie,
que nous avons opéré depuis plus de 10 ans maintenant, nous sommes aussi capables de pouvoir donner le score environnemental de ce parfum. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un parfum qui est très OK d'un point de vue Green Properties, mais qui ne serait pas fait de façon à respecter l'environnement. Grâce à ce score, nous pouvons en fait vérifier que nous pouvons avoir un bon score sur ces deux premiers critères. Et le troisième critère est l'équivalent de l'environmental footprint, mais au niveau social. Nous donnons aussi un score au niveau social à chacun de nos parfums créés et nous prenons en compte ici les conditions pour nos propres employés, ceux des employés de nos fournisseurs et également les producteurs et les communautés qui travaillent à la source. Le score que vous voyez là, qui s'affiche à l'écran, si vous le voyez, sans rentrer vraiment dans les détails, parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, est assez excellent, puisque c'est un BAA, et ça n'arrive pas tous les jours, et ça n'arrive pas non plus par hasard. Et c'est celui, en fait, de CK Everyone, qui a été conçu de bout en bout sur tous les différents développements et toutes les différentes itérations que nous avons eues avec notre client, faite par Alberto Morias et toute l'équipe de Firmenich. Vraiment, notre cahier des charges était de faire en sorte d'avoir un parfum qui réponde aux meilleurs critères sur tous les aspects. Ça n'a pas été chose facile, mais Alberto et son ingéniosité et son talent de créateur a réussi à relever le défi. La marque a du coup pu claimer que son parfum est éco-friendly. Elle parlait bien sûr de son packaging, puisque le packaging est vraiment très important pour les consommateurs, mais elle parlait aussi en fait de son jus, comme nous disons dans notre jargon. Et il est vrai que nous sommes du coup très fiers. J'ai été choisie par les consommateurs lors des derniers FIFI qui ont été faits en tout début de ce mois, ce qui veut dire que nous pouvons allier durabilité et désirabilité. J'en viens en fait à conclure. C'est toujours difficile de conclure, mais parce qu'il y a en fait encore tellement de choses à faire. C'est à la fois hyper... on est humble devant ça et en même temps, on est très déterminé. Comme vous l'avez vu, avec l'exemple de CK Everyone, on a une illustration de ce que l'on peut faire en termes d'éco-design aujourd'hui. Et je suis bien persuadée que l'éco-design a vraiment encore à monter en puissance et va le faire dans les années qui viennent parce qu'on voit bien que c'est en train de s'enclencher, même si c'est évidemment difficile. Il faudra toujours de l'innovation, alliant le meilleur de la nature et de la science pour plus de circularité, pour moins de déchets, pour freiner le réchauffement climatique. L'innovation est un axe majeur pour Firmenich afin d'atteindre nos ambitions en 2030 et de faire en sorte de fournir des parfums vraiment sensoriels. La créativité et la désirabilité sont aussi au cœur du sujet et jamais nous ne perdons de vue que nous sommes là pour créer des émotions positives, pour faire en sorte que les gens se sentent bien grâce aux parfums qu'ils portent. Et puis, un enjeu qui est aussi de taille, c'est cet enjeu de transparence. C'est un enjeu en fait, de guider le consommateur pour l'engager à choisir les produits les plus responsables. C'est une mission très importante. Je pense qu'on doit en faire énormément dans les années qui viennent pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus de greenwashing, mais qu'on puisse vraiment être sur des faits objectifs qui permettent de faire les bons choix. Et du coup, je ne l'ai pas écrit, mais je crois que les mots de résilience et de détermination sont dans tous les acteurs de ce changement. Moi, je les ai vus quand j'ai écouté Héloïse. Je les vois dans tout ce que nous faisons chez Firmenich. C'est passionnant, merci beaucoup Juliette. Alors la pro du secteur que je suis est très frustrée. Héloïse disait que c'est difficile de ne pas montrer les produits. C'est très frustrant de ne pas sentir en fait ce que vous nous avez évoqué en particulier, alors, par exemple sur les nouveaux gourmands. Mais on fera des rendez-vous en physique pour ça.
J'en ai un petit là, vous voyez, puisque non, vous ne voyez pas. Là, vous le voyez. Oui, mais là, c'est voilà. cruel. Là. Je suis un peu cruelle, mais du coup, voilà, il m'a accompagnée pendant cette présentation et il nous conforte dans le fait que la parfumerie a de très beaux jours devant elle. Oui, en tout cas, quel pas en avant. Enfin, c'était passionnant. Merci beaucoup de ce partage. C'est impressionnant de voir à quel point finalement le RSE peut être un moteur d'innovation et de créativité, parce qu'au départ, je pense que le luxe le voyait peut-être un petit peu comme une contrainte à gérer aussi. Et en fait, ça ouvre plein de portes. Donc, c'est assez magique. Je pense que notre prochaine intervenante va vous rejoindre sur ces thématiques-là avec une vision cross-catégorie qui est la sienne. En tout cas, merci beaucoup, Juliette. Je laisse Cécile présenter notre future intervenante. Merci beaucoup. Oui, mais merci Juliette. Nous sommes ravis maintenant d'accueillir Hélène Valade pour clôturer notre table ronde. Hélène, je vais faire une brève présentation de votre parcours. Donc, Hélène a débuté sa carrière à l'IFOP, puis chez TNS Sofres, dont elle a dirigé le pôle opinion. En 2005, Hélène a rejoint le groupe Suez Environnement au poste de directrice du développement durable de la Lyonnaise des Eaux. Puis, Hélène a pris la tête de la direction de développement durable de Suez. Et depuis janvier 2020, Hélène est directrice développement environnement de LVMH. Hélène est également depuis 2018 présidente de l'ORSE, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc maintenant, je vous laisse Hélène la parole pour présenter les enjeux et également l'exigence ancienne et à venir de l'engagement environnemental chez LVMH, Transmaison, en matière de responsabilité, de traçabilité et de transparence. Merci infiniment, merci de votre invitation. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous sur un sujet qui est d'une complexité sans nom. Et j'aimerais que l'on évoque un certain nombre de questions. Ça m'intéresse de partager tout ça avec vous parce que je trouve que le sujet de la traçabilité, au fond, ne va pas de soi. Quelques mots d'abord sur LVMH. Vous savez qu'on est un groupe qui regroupe 75 maisons dans des secteurs d'activité extrêmement différents. Celui des vins et spiritueux d'une part, celui de la mode et maroquinerie dont je parlerai peut-être plus aujourd'hui, celui des parfums et cosmétiques, celui des montres et de la joaillerie, et puis que nous avons aussi une activité liée à la distribution sélective. Donc, nous accueillons des marques qui ne sont pas les nôtres, et notamment, on a eu le bonheur de rouvrir la Samaritaine, peut-être avez-vous vu cela, où on accueille tous nos collègues pour mettre vraiment en exergue les beaux produits que les maisons de luxe portent. Et c'est d'ailleurs là-dessus que j'ai envie de commencer parce qu'au fond, je suis convaincue que ce qui caractérise notre industrie du luxe, dont c'est vraiment le thème de votre club, c'est l'excellence, c'est la haute qualité des matières qui sont utilisées pour fabriquer les produits qui sont les nôtres. Et cette haute excellence, elle est aussi environnementale et sociale. C'est-à-dire que si une matière, quelle que soit sa beauté, sa qualité, n'a pas cette dimension d'excellence environnementale et sociale dans son sourcing, dans l'impact qu'elle a, alors nous, à LVMH, on fait le pari que l'on ne pourra pas, si ça n'est pas le cas, parler de matière exceptionnelle. Et c'est un peu tout l'enjeu, il me semble, de votre interrogation sur la traçabilité, c'est de pousser très loin cette logique de matière exceptionnelle. Alors, quand on a dit ça, c'est très bien, mais c'est en effet pas simple à mettre en œuvre pour la bonne raison, j'espère que vous voyez bien mon tableau, que l'on s'interroge sur des filières et des chaînes de valeur qui sont extrêmement complexes. Pourquoi elles sont complexes? Parce qu'elles sont composées de différentes étapes, et qui dit traçabilité dit au fond avoir la connaissance de l'entièreté des acteurs qui composent cette chaîne. Là, vous avez devant vous l'exemple de la laine, où si je la résume rapidement, nous avons au fond de l'élevage jusqu'à la boutique.
donc en passant par la manière dont on peigne les animaux qui vont nous fournir la laine, dont on lave cette laine, dont ensuite on l'affine, on la confectionne de manière à ce que ça se termine en produit fini. Et puis, derrière, il y a à nouveau des étapes puisque nous allons chez le client et nous avons aussi cette responsabilité élargie, au fond, autre type de traçabilité d'ailleurs, de savoir comment le produit va finir sa vie et donc s'il est en capacité ou non d'être recyclé, réutilisé, upcyclé, etc. Et donc, lorsque l'on prend la mesure au fond de cette complexité, on se dit comment la minimiser de manière à assurer cette traçabilité. Et donc là, je voudrais partager avec vous plusieurs, au fond, pistes qui sont les nôtres. La première, il me semble tout de même, c'est d'essayer, et je crois que Héloïse en a parlé tout à l'heure, d'intégrer une filière d'approvisionnement, c'est-à-dire, au fond, d'être dans une logique de propriété d'une filière pour pouvoir en assurer l'ensemble des aspects environnementaux, sociaux, et cela sur l'intégralité de la chaîne. Et c'est ce que nous avons fait notamment sur le cuir exotique, et je crois qu'on est le premier groupe à avoir construit un standard dédié au cuir exotique, et derrière il y a une logique d'intégration de la filière, de la ferme de crocodile jusqu'à le produit fini, et c'est voilà, une façon d'assurer au fond une traçabilité très contrôlée, très maîtrisée en tout cas. Le second axe, il me semble, et je trouve qu'au fond, on hésite souvent à le dire, mais c'est bien aussi ça qui nous différencie, notamment de la fast fashion ou en tout cas du mass market, c'est notre capacité à sourcer en Europe. Et donc, lorsque l'on s'interroge sur les étapes là, que sont celles à la fois de la filature, de la confection du produit pour avoir ce produit fini, notamment en mode et maroquinerie, c'est très important de se dire et d'apporter la preuve qu'en effet, ces étapes, et donc ça renvoie chez nous aux fournisseurs de rang 1, voire 2, que tout cela se passe en Europe, sous contrôle évidemment d'un certain nombre de dimensions environnementales, mais en tout cas dans une logique éthique et sociale dont on peut être sûr, même si on s'assure que ça l'est évidemment, qu'elle est sous contrôle. Et je suis en train d'ailleurs de voir avec plusieurs de mes collègues comment on peut mettre ça davantage en avant, parce qu'il me semble que c'est aussi important dans la problématique qui nous occupe aujourd'hui. Et puis, la traçabilité, je vous le disais aussi, et c'est assez neuf, c'est tout ce qui se passe une fois que le produit fini est sur le marché. Vous avez probablement aussi entendu parler du décret abrité par la loi économie circulaire qui fait notamment interdiction de détruire les produits invendus et qui favorise ainsi la lutte contre le gaspillage, qui favorise du coup l'upcycling, le réemploi, le don. Là aussi, c'est une façon, au fond, de donner plus de profondeur à cette problématique de traçabilité que de s'assurer et que d'inventer les filières qui vont permettre de recycler, upcycler et réintégrer la matière recyclée dans la fabrication de nos produits. Ce qui, entre nous soit dit, pose une question et une complexité supplémentaire de la traçabilité, parce que ça voudra dire aussi être en capacité juste et précise d'évaluer la part du recyclé, de l'upcyclé dans les nouveaux produits, si je puis dire. Donc voilà, on est face à un univers là, qui à notre avis, se complexifie et qui est aussi sous le regard, sous le contrôle de différents types d'acteurs. Un dont on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant, c'est celui des investisseurs
et plus largement des médias. Et là aussi surgissent un certain nombre de baromètres, de questionnaires qui mesurent le degré de transparence des maisons, notamment dans la mode. Je pense à celui qui est intitulé Fashion Transparency Index et qui, tous les ans, envoie des questionnaires à toutes les maisons de mode et maroquinerie pour évaluer leur degré de transparence sur un nombre de critères d'ailleurs assez élevé et assez concret. Et cela renvoie à l'aspiration dont vous avez déjà parlé, à la transparence de la part de nos clients. Encore faut-il savoir ce que, au fond, veut dire la transparence et ce que nos clients ont véritablement envie de savoir sur nos produits. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'anime beaucoup parce qu'au fond, traçabilité, transparence, pourquoi faire ? Pour renvoyer à quel besoin d'information de la part de nos clients. Et on est en train, au fond, de se rendre compte qu'en effet, c'est davantage l'idée de performance environnementale d'un produit qui compte pour nos clients ou de performance sociale que de la transparence au sens premier du terme. Et ça, c'est en train de guider un autre projet de loi sur l'affichage environnemental. Juliette, tout à l'heure, parlait des scores qui viennent screener, en effet, le sourcing environnemental en parfum et cosmétiques. Là, apparaissent des choses assez similaires sur toute la dimension textile. Et se pose la question, nous sommes dans un certain nombre de groupes de travail, que ce soit en France ou au niveau européen, au fond, de comment aller attraper l'empreinte environnementale d'un produit de mode, d'un produit de maroquinerie, évidemment par les critères assez habituels que sont le CO2, l'impact sur la biodiversité, l'impact sur l'eau, mais aussi peut-être la durabilité de nos produits, comment mesurer cette durabilité. Est-ce qu'il faudrait actuariser, par exemple, le carbone émis, puisque nos produits durent dans le temps, donc ça serait une façon de voir les choses. Est-ce qu'on peut comptabiliser les usages de nos clients, comment attraper cette notion d'éternité qui sont liées à nos produits, comment, au fond, les mettre en chiffres, les mettre en indicateurs. Et là, je fais appel à l'ensemble de l'intelligence des personnes que vous rassemblez, des anciens de l'ESSEC, pour dire que c'est un sujet palpitant, mais qui demande un peu de mobilisation intellectuelle, parce qu'on n'a pas encore trouvé l'équation gagnante pour mesurer une empreinte environnementale qui prenne en compte cette notion de durabilité. Donc voilà, un sujet qui se complexifie et puis en même temps de très belles innovations et au fond perspectives qui vont faire que on va enfin atteindre l'ambition qu'on a toutes partagée ici. Je pense notamment, et je cite ici Aura, qui est en fait un projet de blockchain qui a été annoncé par LVMH, auquel Louis Vuitton a beaucoup travaillé, qui est devenu un partenariat groupe avec Microsoft, avec également Cartier et Prada, donc une alliance entre plusieurs grandes maisons pour mettre la blockchain au service de la traçabilité. Dans un premier temps, essentiellement la traçabilité aval, et l'origine de cette volonté d'utiliser la blockchain pour la traçabilité était dans un objectif de lutter contre la contrefaçon, qui est un autre sujet de traçabilité extrêmement important, et que l'on est en train aussi de positionner pour remonter la chaîne de valeur et au fond mettre ces technologies blockchain au service de la traçabilité amont également. Et puis autre chose que évidemment je souligne ici, et merci d'avoir eu la gentillesse de le citer dès votre introduction, un certain nombre de nos belles maisons qui ont innové en effet en mettant en place des plateformes
de transparence totale, c'est-à-dire d'informations données sur les produits, sur leur composition, sur leur origine, sur les fournisseurs avec lesquels on travaille. Je pense à BioRespect de Guerlain. Je pense aussi à Fendi, que je n'ai pas mis sur ce tableau, qui vient de faire le même exercice et qui, sur son site, publie également tous les éléments permettant de retracer les chaînes d'approvisionnement des produits de Fendi. Donc, voilà, de gros efforts qui sont faits dans ce sens et qui, en même temps, et je mets quand même ce dilemme sur la table, ne doivent pas se confondre avec la défense aussi d'un savoir-faire, parce que il y a des choses qui relèvent au fond de la bonne recette, du bonne cuisinière, qui n'a pas envie de donner tous ses secrets. Donc, je pense qu'il ne faut pas mélanger tous ces concepts et au fond orienter cette attente de traçabilité et de transparence vers le besoin d'éthique environnementale et d'éthique sociale, tout en respectant un certain nombre de secrets de fabrique qui sont tout aussi importants, notamment dans notre univers du luxe. Pour faire cela, il y a donc toutes les voies que l'on peut emprunter sur l'intégration d'une filière et sur le sourcing très européen. Et puis, il y a, et vous en avez déjà parlé, j'insiste tout de même un petit peu aussi là-dessus, cette capacité à mettre sous contrôle nos filières stratégiques des standards les plus robustes. Et quand je dis les plus robustes, ce sont ceux qui vont s'attacher à travailler sur l'ensemble de la chaîne de responsabilité, c'est-à-dire qui peuvent prendre en considération l'ensemble des transactions qui existent au sein d'une même chaîne et qui le font donc de l'origine jusqu'au stade de produit fini. C'est plutôt ces standards-là que l'on privilégie chez LVMH et que l'on privilégie aussi tout en s'autorisant du lobbying auprès de ces standards de manière à être sûr que l'ensemble des critères qui nous importent, les critères environnementaux et les critères sociaux, sont bien des critères qui permettent de screener et d'être au cœur de cette certification. J'insiste là-dessus parce que dans la dimension environnementale, il y a eu le projecteur mis pendant de longues années sur le carbone, mais très peu sur la biodiversité. Or, au fond, quand on réfléchit à tout cela, peut-être que l'impact le plus important des chaînes d'approvisionnement, notamment dans le sujet de la mode, c'est bien celui de la biodiversité. Et encore faut-il donc, là aussi, être en capacité de fixer cet impact sur la biodiversité à l'aide d'un indicateur et donc d'aller voir s'ils sont bien présents. Autre chose qui anime et qui guide cette volonté d'être dans ces politiques extrêmement rigoureuses de certification et de traçabilité, c'est du coup d'avoir la connaissance de l'ensemble de nos fournisseurs, ce qui permet de travailler avec eux et d'être en partenariat avec eux. Et Juliette, merci d'avoir au fond mis en avant fortement cette dimension avec Bulgarie, mais on pourrait citer tellement d'autres exemples. Et je pense que la traçabilité, c'est aussi ça, c'est-à-dire avoir une très bonne connaissance des partenaires de la chaîne d'approvisionnement de manière tout simplement à travailler davantage avec eux pour améliorer un certain nombre d'impacts. Je voulais vous glisser également le fait qu'on s'est lancé chez LVMH dans un programme d'agriculture régénératrice extrêmement ambitieux avec nos fournisseurs qui permet non pas seulement de travailler sur l'impact que nous avons sur la biodiversité, mais de régénérer la biodiversité, au fond de rendre à la nature ce qu'on lui emprunte et que nous faisons ça à la fois sur la culture du coton, notamment dans des pays comme la Turquie, avec Stella McCartney par exemple. Nous avons des programmes de formation des agriculteurs à des techniques totalement différentes de culture du coton qui déjà se traduisent par une amélioration
de la qualité des sols, dont on sait que par ailleurs, ils permettent de capter le carbone, ces sols. Donc, c'est gagnant à tous les étages, si vous me passez l'expression. Et puis, bien sûr, agriculture régénératrice dans les vins et spiritueux, où dans quelques années, si on arrive à faire tout ce qu'on a décidé de faire, vous n'aurez plus des vignobles en France à perte de vue, mais des paysages où les arbres, et notamment les arbres fruitiers, auront réintégré ce paysage des vignobles. Tout ça pour la raison simple, c'est que évidemment, la multiplication des espèces permet d'améliorer la qualité des sols eux-mêmes. Donc, voilà aussi ce à quoi sert la traçabilité, c'est au fond de se diriger vers une dimension beaucoup plus partenariale avec nos fournisseurs d'amélioration sur les dimensions environnementales comme sociales. Et tout cela, on le met en œuvre de manière, comment dire, de manière un peu systémique, en tout cas un peu écosystémique, parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, LVMH, c'est 75 maisons, et donc la difficulté, c'est aussi d'embarquer l'ensemble des maisons dans au fond, dans une trajectoire de traçabilité, dans une trajectoire environnementale qui soit puissante. Et pour cela, nous avons, il y a un mois, au moment de l'Assemblée générale, annoncé un programme à la fois ambitieux, modeste d'une certaine manière, mais très ambitieux sur un certain nombre d'enjeux qui nous balise l'avenir entre 2023, 2026 et 2030 et qui cherche au fond à faire émerger un luxe nouveau qui, si je le résume, est une alliance entre le monde de la nature d'une part et le monde de la créativité, du savoir-faire, de la transmission d'autre part. On sait que le luxe a été au fond l'enfant de l'anthropocène, c'est-à-dire le luxe très, très longtemps a mis l'accent sur le génie créatif en disant que la nature suivra, si je résume les choses très rapidement, et pour plagier un autre grand personnage. Et en fait, là, on est plutôt dans un moment, dans une époque où on a besoin de rééquilibrer les choses, c'est-à-dire de donner autant d'importance à la nature qu'à la créativité et au génie humain. Et c'est ça qu'on essaye de faire émerger. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que cette problématique de sourcing responsable et de traçabilité devient aussi stratégique et aussi importante pour nous. Et elle se décompose. Je ne vais pas vous faire toute la présentation évidemment de cela, mais vous donner quelques axes pour être éclairante sur ce sujet. Elle passe d'abord par ce qu'on appelle la circularité créative, c'est-à-dire au fond l'application à l'univers du luxe de ce modèle de l'économie circulaire qui permet de préserver les ressources naturelles et qui pousse les sujets de l'upcycling, de l'éco-conception de nos produits et donc de ce sourcing non seulement responsable, mais de plus en plus éco-conçu, si je puis dire, et qui nourrit d'une manière un peu neuve la créativité de nos designers. Vous avez cité aussi tout à l'heure la collection, enfin les pièces de collection upcyclées de Virgil Abloh qui, dès le mois d'août dernier, a innové pour le coup en présentant, et c'était la première maison à le faire, des pièces à partir du relookage, si je puis dire, de pièces précédentes. Donc on voit bien là qu'il y a en effet un imaginaire, une désirabilité qui est en train de se nourrir de ces nouveaux matériaux, de ces nouvelles façons de faire. Et c'est cela que l'on souhaite pousser fortement. Et ça s'accompagne évidemment de la traçabilité de nos filières d'approvisionnement pour lesquelles on a l'ambition, d'ici 2030, d'avoir des systèmes de traçabilité dédiés par matière. Parce que là aussi, peut-être qu'on n'a pas suffisamment insisté là-dessus. Chaque matière, finalement, a sa spécificité, sa logique propre. Et donc, encore faut-il aller trouver la bonne méthode
pour mettre en œuvre cette traçabilité. On voit qu'un certain nombre de techniques sont en train de surgir, que ce soit des techniques d'isotopes, d'ADN, enfin tout ce qui peut être utilisé de la caractéristique même du produit pour assurer cette traçabilité ou ajouter au produit, là aussi pour assurer une traçabilité parfaite. Ça va très très vite en ce moment, le nombre de startups qui proposent des façons de tracer extrêmement différentes. Donc, on est très attentif à cela et lors de nos Innovation Awards, on a d'ailleurs primé des startups qui vont dans ce sens-là. Donc, c'est un sujet, d'une certaine manière, en pleine révolution. Voilà, ça, c'est les 2 premiers axes de ce luxe nouveau que l'on est en train de faire émerger. Et puis, les 2 autres axes sont ceux dont je vous ai parlé sur la biodiversité d'abord, où la meilleure façon, mais encore faut-il bien s'assurer de cela, la meilleure façon, c'est de couvrir nos filières d'approvisionnement par les standards les plus rigoureux, les plus exigeants. Et là aussi, avec cette ambition très forte de le faire pour 100% de nos filières stratégiques d'ici 2026. Et grâce à cela, et à plein d'autres choses, notamment l'agriculture régénératrice, d'être en capacité en 2030 d'avoir régénéré 5 millions d'hectares d'habitats de faune et de flore. Le dernier objectif étant le climat. Et je pense que c'est aussi un peu la mère de toutes les batailles et que cette façon que nous avons avec Firmenich, avec d'autres, d'aller s'assurer sur toute la chaîne d'approvisionnement, sur toutes ces politiques de traçabilité, qu'au fond, l'émission de CO2 est traquée partout pour la limiter, me semble aussi de nature extrêmement importante et que si les entreprises de luxe ne sont pas des polluantes, en tout cas, elles ont un exemple à donner. Et c'est comme ça que LVMH prend ce sujet, d'être assez exemplaire sur cette question, sachant que là aussi, les enjeux nouveaux apparaissent, et peut-être un autre thème de vos conférences, mais l'e-commerce pose tout un tas d'autres questions, la manière dont le digital est en train d'investir notre univers également. Et donc là aussi, c'est des choses dont il faut s'occuper et qui font partie d'une certaine manière de cette logique de traçabilité. Voilà ce que je voulais livrer à votre connaissance. Pardon, j'ai peut-être été un peu longue, mais le sujet est en effet passionnant. Et encore une fois, et très modestement, il pose question. Et c'est des questions sur lesquelles nous avons envie de débattre et de partager pour trouver les meilleures solutions, notamment avec nos fournisseurs d'ailleurs. Merci beaucoup Hélène et je voulais remercier vraiment tous nos intervenants qui ont été très généreux dans leurs explications. Ce qui m'a marqué, et pour résumer en quelques mots, parce que je ne pourrais pas reprendre tout ce que vous nous avez dit, mais bizarrement, on a parlé d'histoire d'amour. Donc, c'est assez agréable finalement, parce que dans le luxe, nous sommes tous des amoureux des produits, des amoureux de la belle matière. On a parlé évidemment de durabilité et beaucoup de désirabilité, pour la durabilité comme outil pour redonner de la désirabilité à nos produits. Un autre mot-clé qui a été repris par nos 3 intervenantes, c'était différents mots, mais qui reprennent tous autour du collectif, du partenariat avec les différents prestataires en amont, en aval, et finalement de faire comprendre que c'est un travail très collectif. Et les exemples que vous avez donnés sont d'ailleurs très parlants. On voit une très grande collaboration entre maisons, entre fournisseurs, prestataires, pour faire en sorte d'apporter des choses nouvelles. L'un des autres mots-clés qui m'a marqué, c'est effectivement aussi cette traçabilité au service d'une réinvention, d'une innovation, et tout ça au service de la créativité. Et donc, finalement, il y a quelques années, on avait été à l'origine de l'une des premières conférences sur le luxe et le développement durable,
il y a au moins de ça 15 ans, peut-être certains d'entre vous étaient déjà parmi nous, et on s'était posé la question si justement le luxe pourrait garder son excellence et sa créativité avec le développement durable, et ce n'est pas seulement une contrainte. À l'époque, on se posait cette question-là, et on voit véritablement aujourd'hui que ce n'est pas uniquement une contrainte, mais que ça peut faire émerger de belles nouvelles choses. Et puis, un des derniers mots que je voudrais retenir de ce soir, c'est évidemment au sujet de l'excellence qui nous réunit tous, évidemment, dans nos métiers. Et cette excellence demande des efforts. C'est un mot qui a été prononcé. Firmenich a parlé de 30 ans d'efforts. Hélène, vous avez parlé aussi de sujets très complexes où on n'a pas fini encore d'explorer les choses et d'avancer. Donc, il y a aussi une certaine humilité, je trouve, qui est assez rare dans nos métiers et qui nous réunit tous. Et puis, finalement, le mot de la fin, c'est peut-être vous, Hélène, qui l'avez eu avec votre programme Live 360, un luxe nouveau, faire émerger un luxe nouveau, cette alliance entre la nature et la créativité. Je trouve que c'est inspirant pour nous tous ce soir et de retrouver une exemplarité, une très belle exemplarité dans le luxe. Donc, vraiment, je voulais vous remercier pour tout ce que vous nous avez apporté, tous les questions finalement que vous allez faire émerger dans les jours à venir. J'aime bien aussi cette main tendue d'Hélène qui nous dit finalement on peut tous se mettre autour de la table et réfléchir encore. Donc voilà. Je laisse mes co-animatrices qui ont repéré dans le chat les questions de là. On se donne peut-être encore 5 minutes pour poser une ou deux grandes questions et pour ne pas trop déborder sur notre agenda qui était prévu de se terminer à 20h. Nous sommes un tout petit peu en retard. On se donne 5-10 minutes, peut-être Cécile, Karine et Caroline, peut-être avez-vous repéré 2 ou 3 questions majeures et peut-être qui reprennent l'essence des questions en cours. Oui, alors je peux peut-être attaquer avec une question de Stéphane. Je la lis, ce sera plus simple. Le luxe ayant été souvent précurseur sur les grands sujets sociétaux, pensez-vous que c'est un devoir aujourd'hui pour le luxe d'embarquer la mode vers plus de responsabilité sociale et environnementale? Je le pense fondamentalement. Je pense qu'il y a des attentes très fortes de la part de nos clients sur ces sujets-là. Je pense qu'il y a des attentes de la part de nos collaborateurs et je pense que la jeune génération qui arrive sur le marché du travail est une génération que moi j'appelle la génération climat, c'est-à-dire elle a été socialisée, elle a grandi dans une société qui voilà, donnait des cours sur le développement durable dès le collège, au lycée, et qui a qui a grandi autrement que nous, là, je crois, et qui du coup oui, a des attentes qui sont extrêmement différentes. Et comme nos maisons de luxe ont besoin d'attirer les talents, hein, puisque c'est grâce à cette créativité, à cette innovation qu'on est ce qu'on est, eh bien, nous avons en effet besoin de rentrer dans ce chemin-là. Exemplarité parce que, et on le sait, on ne va pas faire de langue de bois, on a une capacité d'influence qui est très forte. Donc, cette capacité d'influence très forte, il faut la mettre en effet au service de ces sujets. Je plaide beaucoup pour un capitalisme responsable et je pense que la question renvoie à ça. Hein, c'est vraiment une expression de ce capitalisme responsable que d'être au fond, de considérer qu'une entreprise comme les nôtres est une entreprise qui est sur un marché financier, ça c'est clair et net, mais qui est aussi en société et dont la performance doit être globale, c'est-à-dire dont la performance doit être à la fois environnementale et sociale et financière, c'est-à-dire extra-financière et financière. Et c'est un peu cela la voie que nous souhaitons incarner.
Merci. Moi, j'avais une petite question pour Héloïse, une petite question pour Héloïse, de Héloïse et Abélard, enfin une double question même. Héloïse, aujourd'hui, dans ton sourcing, donc tu parlais d'aller sourcer tes diamants toi-même. Quelle est la part représentée par le nombre de clients qui vient vers toi avec justement des diamants et des pierres de famille? Et une autre petite question, c'est aussi, tu parles beaucoup des diamants et c'est le cœur dans ton business. Est-ce que tu vas t'intéresser à d'autres pierres précieuses et est-ce que c'est le même système de sourcing et de traçabilité? Alors, merci pour ces questions très pertinentes. Première réponse, on a en effet pas mal de clients qui nous apportent des pierres de famille. Donc, à ce moment-là, on fonctionne un peu comme des artisans. Il faut quand même rappeler que la joaillerie aujourd'hui, les marques, les grandes marques possèdent que en quelque sorte, je crois que c'est 70%, qu'il y a 70% du marché qui reste encore aux mains des artisans bijoutiers. Donc, l'artisan du coin de la rue qui vous monte un bijou, vous démonte des pierres, etc. Donc, nous, on joue un peu ce rôle-là. En pourcentage, je dirais qu'on a 20% de nos clients qui nous apportent des éléments. Et après, on travaille en sur-mesure. Donc, on essaye au maximum de réintégrer leurs pierres. Après, on le fait sous certaines restrictions, c'est-à-dire qu'on reprend les pierres de grande qualité qui sont dans les standards qu'on a établis. En ce qui concerne les autres pierres, alors ça aussi, c'est une limite de notre modèle. Aujourd'hui, la répétabilité, elle est possible sur du diamant parce que des diamants d'une certaine couleur, dans une certaine qualité, il y en a pléthore. En revanche, si j'ai envie de faire de la couleur, mais de faire une fabrication en volume, à partir du moment où je recycle, je ne vais pas pouvoir être aussi pointilleuse. Donc, je ne vais pas pouvoir stabiliser une couleur. Tout honnêtement, je n'ai pas les moyens de le faire aujourd'hui. Je pense qu'avec des gens qui chercheraient dans le monde entier, on aurait les moyens de le faire et de démonter plein de bijoux pour en remonter derrière. Mais aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de le faire. Donc, on le fait sous forme de pièces uniques. Voilà. On va acheter des pierres précieuses qu'on recycle, mais on travaille en pièces uniques à ce moment-là. Merci. Alors moi, j'aurais une petite question parce que j'ai été très intéressée par ce que disait Juliette sur le Fear Good en particulier comme méthode d'extraction. Il y a quelques années, en fait, en parfumerie, on avait trouvé comme moyen pour protéger la nature, en particulier sur des ingrédients qu'on abîmait ou pour lesquels c'était pas forcément très très durable pour la nature. On avait trouvé que finalement, on pouvait imiter la nature pour la protéger avec ce qu'on appelait les headspace. J'ai l'impression que le Fear Good peut-être est la génération d'après. En tout cas, Héloïse l'a un petit peu abordé aussi, mais question à toutes les trois. Est-ce qu'à un moment donné, pour protéger la nature, on peut aller vers du synthétique? Est-ce que le luxe peut aller jusque-là, alors qu'on considère que justement le luxe, c'est des beaux matériaux naturels nobles qu'on aime? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ou est-ce qu'on va trouver des solutions pour protéger la nature en gardant quand même des ingrédients naturels? Merci pour cette question, Karine. Question d'experte. Effectivement, en fait, on a beaucoup torpillé les synthétiques. Or, les synthétiques sont quand même encore aujourd'hui très appréciés par les consommateurs. Je peux par exemple citer les muscles. Les muscles sont adorés quand même par les consommateurs. Or, si nous avions des muscles naturels, on aurait un vrai gros problème aujourd'hui. Donc, c'est un exemple. On sait aussi que les naturels ne sont pas forcément ce qu'il y a de mieux, puisqu'ils sont très consommateurs en énergie, et puis qu'on a une planète qui est limitée. Donc, en fait, le but, c'est de faire en sorte de se dire, la solution n'est sûrement pas dans les extrêmes, ni dans du 100% naturel, ni dans du 100% synthétique. On n'est plus là. Il ne s'agit pas non plus d'opposer le synthétique au naturel. Je crois qu'Héloïse l'a aussi montré. Elle ne sait pas faire la différence entre un diamant de synthèse et un diamant naturel, en tout cas en termes d'identification. Olfactivement parlant, aujourd'hui, ça peut aussi être pareil pour certaines matières et pour d'autres non. Et c'est pour ça aussi que le concept de la renouvelabilité, c'est-à-dire en fait d'utiliser à la base des biomasses qui sont renouvelables et de pouvoir les transformer par de la biotech, par plein de méthodes d'extraction, et Fear Good en est une, et vraiment l'alliance sur de la renouvelabilité, donc des ingrédients qui ne seront pas menacés de disparaître, faire en sorte de pouvoir développer des ingrédients qui vont avoir olfactivement le bon profil. Par exemple, je peux vous citer Clearwood très rapidement.
Clearwood est un patchouli, une note patchouli très légère, très transparente, alors que le patchouli naturel est quand même très lourd, terreux, etc. Il est obtenu, ce fameux Clearwood, par de la canne à sucre au départ, auquel on a fait faire une fermentation qui est la biotech, un peu comme de la bière. Au final, on obtient un patchouli transparent, léger, utilisé souvent en combinaison avec un patchouli naturel. Et le patchouli de Clearwood, il est 100% naturel parce qu'il vient en fait de la canne à sucre qui elle-même est naturelle. Donc voilà, c'est ça ce que permet de faire l'innovation, c'est allier le naturel et la science pour faire de la créativité. Je pense que ça prend un peu les concepts que nous avons évoqués ensemble, ceux aussi d'Hélène. Voilà. Super, merci beaucoup. Hélène, on peut aller jusqu'à du cuir synthétique? Je préférais parler de matériaux de synthèse. Vous voyez, on vient de primer la semaine dernière à notre Innovation Award une petite start-up qui fabrique du coton à partir des cellules, et donc du coton en laboratoire. Et donc, je pense qu'on a devant nous pas mal d'avenir sur les matériaux de synthèse. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que ce dont vous parliez précédemment. Sur le cuir, moi, je regarde tout. Je suis plus intéressée par le cuir végétal, par exemple. Donc, je pense que le maître mot pour franchement se faire une opinion, c'est d'avoir le courage de faire des ACV comparatives de tous ces nouveaux matériaux, parce que eh bien, certains peuvent arranger des sujets sur l'environnement, mais être désastreux sur un plan social, parce que du coup, ça empêche des communautés locales de vivre de l'exploitation de quelque chose. Donc, vous voyez, je pense que la pensée un peu écosystémique à partir d'ACV est super importante. Et à un moment, se dire, bah oui, c'est ma responsabilité, c'est pas parfait, mais je décide ça. Mais en tout cas, le faire en connaissance de cause. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais tant pis. C'est d'avoir les bons outils de mesure sur toutes les dimensions sociales et environnementales et de décider après. Merci encore à toutes. Je crois qu'on a légèrement dépassé. Je crois qu'on a essayé de synthétiser toutes les questions. Bien entendu, il y en aurait eu encore énormément. On aurait pu tenir la soirée entière. Mais je crois que par respect pour nos intervenantes qui nous ont déjà donné énormément de leur temps et vis-à-vis de vous, nous étions engagés à finir à 20h. Je crois qu'on va clôturer ici notre table ronde. J'espère qu'à la rentrée, nous pourrons vous proposer des événements comme vous les connaissiez avant, c'est-à-dire en présentiel, et que nous pourrons donc après avoir des cocktails qui nous permettront de poursuivre nos échanges. Je voulais donc vous encore remercier infiniment nos intervenantes pour leur temps et leur générosité. Bien entendu à tous nos participants qui étaient là. Et j'espère vous revoir tous très vite. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.